une autre production. C'est ce qui nous intéresse à travers cette intervention. La formulation du texte source, à mon sens, est impropre. Le texte source. Il serait plus logique de parler en termes de texte au pluriel, source. Et bien sûr, par ricochet, texte cible au pluriel. La preuve en est, pour le texte coranique, on peut dénombrer pas moins de 134 traductions. Pour quelqu'un comme Shakespeare, aux alentours de 34, et je suis très, très réducteur à ce niveau-là, prenez les grands auteurs, combien de fois on les a traduits, et combien de fois on les a traduits dans la même langue. Et je pose une question qui est tout simplement simple. Moi, je voudrais lire par exemple quelqu'un comme Kafka. Je vais le lire en français parce que je ne connais pas l'allemand yiddish. N'est-ce pas? Et je pose cette question et on me répond. Il faut lire Kafka dans la Pléiade. Est-ce que c'est parce que tout simplement Kafka est pléiadé que tout simplement c'est la bonne traduction? Il y a certainement une autre raison à cela. La raison est simple. C'est-à-dire, on va au-delà de la traduction, telle qu'elle a été présentée, comme tout à l'heure, comme étant une réécriture, mais comme étant une philologie, une recherche philologique. Quand on parle de la Pléiade, on parle de spécialistes, n'est-ce pas, du texte. Ils vont à l'origine du texte, la source du mot. Et moi, j'ai envie, quelque part en même temps, puisqu'on parle dans ce cas-là de philologie, et de parler en même temps de critique génétique, parce que nous sommes dedans. La genèse du texte, c'est très important au niveau donc d'une n'importe quelle traduction. C'est très important de revenir à la genèse pour ne pas commettre des erreurs. Et même, j'ai envie de penser, là c'est peut-être une occasion de provoquer un débat, est-ce que les traducteurs laissent un manuscrit? Les traducteurs, est-ce qu'ils ont un manuscrit? Comme ça, on va suivre tout simplement leur pérégrination, ce voyage dans les mots, leur lutte, n'est-ce pas, scripturale à travers les mots, parce qu'il s'agit justement de lutter pour pouvoir traduire. On ne s'arrêtera pas là uniquement simplement pour dire qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose, une sensation quelque part, mais aussi c'est un travail épineux, revenir sur les mots, comment ils sont présentés, leur charge sémantique et en même temps leur charge émotionnelle. Le texte qui s'élève au rang de l'œuvre reste un texte ouvert, au sens de Umberto Eco. Ouvert à toutes les traductions et dans toutes les langues. Ouvert à toutes les critiques. Autant de traductions que d'appropriation, que de concrétisation. Et j'emprunte ce terme tout simplement à l'esthétique de la réception. L'herméneutique naît comme une pratique traduisante et focalise son attention sur le sens. Objectif, amener le lecteur à réfléchir sur l'acte de traduire comme une herméneutique, comme interprétation et comme production du sens. Le traducteur, qui est au fond un lecteur, éprouve à la fois une double expérience. L'expérience esthétique et une expérience historique. Expérience esthétique parce que finalement, donc, il doit prouver quelque part, finalement par son acte de traduire, retransmettre cet artefact, l'effet esthétique. Et historique, parce qu'il s'inscrit dans une chronologie spécifique, en inscrivant son texte traduit, dans n'importe quelle langue, son texte traduit, dans une chronologie successive, instaurant par là, quelque part, une sorte d'histoire de la littérature qui serait faite de la succession des traductions. Et là, qu'est-ce que je fais? Une sorte de paraphrase d'une phrase de Jauss lui-même traduite de l'allemand en français. Je ne sais pas si cette traduction
est bien faite, ce qui me permet aujourd'hui de parler de Gauss et de la théorie de la réception avec autant d'emportement. Je ne sais pas si je suis dans le vrai ou je suis dans le faux, je ne le sais pas, parce que je n'ai pas accès à cette langue allemande de l'origine, n'est-ce pas? Le traducteur présente une traduction qui est finalement une lecture, une forme de réception, qui subit l'affre de la précompréhension. Avant d'atteindre la compréhension, on est dans la précompréhension. Avant d'atteindre une forme hypothétique de concrétisation du sens, une production du sens qui suscite un horizon d'attente. Et là, j'en arrive à cette partie quand même très intéressante de la part du traducteur, chez le traducteur, c'est que finalement, il a un horizon d'attente. Alors, brièvement, son expérience préalable doit quand même faire état de ces choses-là. Donc, et là, le traducteur doit connaître parfaitement le genre qu'il est en train de traduire. N'est-ce pas? Le traducteur doit maîtriser la différence entre langage poétique et langage ordinaire. Le traducteur doit éprouver une double expérience historique et esthétique pouvant amener le traducteur vers l'œuvre d'art à traduire. L'expérience esthétique comme condition, expérience culturelle, permettant d'aller et d'effectuer un aller-retour entre le texte source et le texte cible, c'est-à-dire finalement connaître les deux cultures. Expérience psychologique qui détermine finalement le rapport à l'œuvre à produire. À l'acte créateur, l'acte de traduire est une manière de ramener à la vie. Et là, j'emprunte un principe très important, c'est celui tout simplement de pouvoir faire ressusciter une œuvre après des années de silence. Une œuvre dans les oubliettes, quelqu'un s'amène et lit cette œuvre, et l'on est imprégné et l'a traduit. C'est une sorte de... Bien sûr, on va ressusciter le texte, on va ramener le texte à la vie grâce à la traduction. Sans le traducteur, l'œuvre d'origine n'existerait pas dans la langue cible ou dans les langues cibles. Goethe, Kant, Kafka, Poe, Shakespeare, Dostoïevski, pour ne citer que cela, n'existerait pas en français sans le truchement du traducteur. Et je rappelle le mot truchement vient de Torjoman, qui est traducteur. Et nous sommes dans un phénomène de médiation, n'est-ce pas, qui est quand même clair et assez évident. Dans son texte de l'Allemagne, Madame de Stein affirme que William Schlegel a transporté, et j'insiste sur le mot transporté, dans sa langue, les poètes anglais, italiens et espagnols, avec une variété de coloris. Tout à l'heure, on parlait d'interculturel, dont il n'y avait point d'exemple avant lui. Résultat, ouvrir la langue allemande et ouvrir la culture allemande à cette multitude de cultures. Et là, vous avez manifestement, n'est-ce pas, comment l'interculturel, sur le plan de la littérature, est réalisé. J'aimerais continuer, bien sûr, tout en demandant à mon président un peu d'indulgence. Il me reste 6 minutes. Non? Maintenant, ça. Le temps de traduire. Alors, Steiner relève, s'il vous plaît, 4 moments et 4 mouvements dans l'herméneutique. Le premier mouvement, confiance du traducteur. Il faudra que le traducteur ait confiance dans l'œuvre qu'il est en train de traduire. Alors, cette question de confiance, il ne peut être gérée que textuellement, génétiquement, historiquement, suivre la traçabilité. Je vais traduire un texte dans lequel j'ai la confiance. Alors là, on pourrait éviter les aberrations. Deuxième point, il faut que le traducteur agresse le texte. Il faudra qu'il y ait tout simplement des incursions, sans pour autant réifier le sens, sans pour autant tout simplement pour des raisons religieuses ou idéologiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec Madame Moucha, n'est-ce pas? C'est pas ça le sens
de violenter le texte, mais violenter le texte dans le sens où tout simplement il faut faire des incursions pour pouvoir faire des extractions. Troisième point, l'importation d'une signification. Et là, bien sûr, le débat il est large. Quatrième point, le traducteur doit rechercher l'équilibre. Steiner insiste sur ce quatrième point, entre le texte dans sa langue cible et ramener un texte dans une langue, dans source et cible. Entre le texte à traduire et le traducteur, il y a un jeu de questions et de réponses. L'œuvre apporte une réponse à des phénomènes tout en posant des questions. C'est ça une œuvre. Une œuvre répond à une attente. Mais il pose en même temps des questions au lecteur. Sinon, on l'aurait tout simplement réduite, cette œuvre, on l'aurait réduite à un roman policier qu'on aurait lu et qu'on aurait laissé dans un wagon, dans un train, c'est pas pour un autre lecteur qui va passer. L'œuvre apporte une réponse à des phénomènes tout en posant des questions auxquelles le traducteur répond à son tour. Mais la véritable traduction, c'est pas uniquement s'arrête au niveau de la production. C'est une production qui pose elle-même des questions, ce cheminement infini. Production, je mettrai 3 points de suspension avant production, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avant. Cette œuvre que je suis en train de traduire, peut-être c'est le produit d'une œuvre déjà traduite, et je n'ai pas de réponse à ce genre de questions, qui sont des questions vraiment épineuses, et je crois que ma communication, son objectif justement, c'est de poser des questions, c'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants. Le traducteur de Shakespeare doit me faire ressentir le plaisir même si je ne lis pas Shakespeare dans sa langue maternelle. Et tous, on est là, donc il y en a certainement qui maîtrisent la langue anglaise, pas moi, mais on vibre pour Roméo et Juliette, et on a peur pour... mais en français. Je ne sais pas si Shakespeare a vibré pour ces deux personnages dans sa langue d'origine. J'essaie quand même de faire bouger des concepts. Il me reste 2 minutes. Il n'est pas gentiment. Mais pourtant, j'ai négocié avant. Alors, il me reste pour la conclusion, si vous permettez, avec votre patience, s'il vous plaît. Quand je parle tout à l'heure, quand je parlais d'hermétisme, c'est tout simplement par rapport à des faits. Et j'aimerais bien donner quelques exemples. J'ai travaillé dans ma thèse sur un recueil de poèmes assez bizarre, assez particulier dans la littérature française, c'est les chants de Maldoror de Lautrec. Il y a un passage dans les chants, la fin du chant 3, avant d'atteindre le chant 4. Alors, il y a tout simplement un épisode. Je suis incapable d'en parler. Je le lis en français par effet d'euphémisme. Mais le traduire en arabe serait impossible. Tout simplement. Il y a un moment où X fait une descente dans un couvent. Il transforme ce couvent en, excusez-moi, bordel. Ce X va oublier un cheveu. L'un de ses cheveux, tout simplement, regardez le fantastique, c'est quand même très intéressant. Et certainement le débat va nous amener à cela si ma communication a fini par bousculer en vous, ou éveiller en vous quelques questions. Je reviendrai tout à l'heure sur ça. Juste 1 minute, parce que j'ai envie de finir, mais en beauté. Et alors, comment traduire cette partie de ce texte en langue arabe? Parce que donc il y a l'innommable, l'indicible, atteinte à la religion, atteinte à la foi, atteinte, et dans toutes les langues. Impossible de traduire. Deuxième exemple. Vous connaissez tous les incipits du texte coranique, Alif, Lam, Mim, n'est-ce pas, etc. Ben, tous les traducteurs, j'essaie de voir, ils laissent ça, regardez, c'est Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Mim. C'est même pas la traduction littérale. Il n'est même pas phonétique, il n'est même pas phonologique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire c'est l'impossibilité de. Alors, il se trouve que par truchement philologique, par truchement quelque part, c'est pas génétique, dans le sens de
du manuscrit, l'origine des langues, etc. Et c'est avéré que, et je parlerai sous le contrôle de Madame Bouchra, parce que je ne sais pas si j'ai lu quelque part, mais je vais utiliser le conditionnel. Alif Lam Mim. Alors la traduction, alors plutôt, pardon, Taha. Taha, la traduction. Alors Ta harfun nida, Ha rajul. Ce qui donne Ya rajul. Ça serait une possibilité de traduire. Où est-ce qu'on a trouvé cette réponse? Et je parlerai tout simplement dans le conditionnel. N'est-ce pas? C'est une recherche qui a été faite par un étudiant au Moyen-Orient, et c'est un doctorat qu'il a présenté, comme quoi Ta-Ha, dans la langue assyrienne, araméenne et, n'est-ce pas, donc les langues mésopotamiennes quelque part, signifie Ta-Ha-Funida, Ha, Alif Lam Mim, Osmot. Alif Lam Mim, signification Osmot. Et vous avez Kaf, Ha, Ya, Ain, Saad, Hakada Ya'id. Hakada Ya'id. Et vous avez, s'il vous plaît, je trouve que quelque part, il y a une certaine, moi je n'ai pas les moyens de vérifier, dire que quand même on est beaucoup plus proche d'une certaine réalité que peut présenter Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Un lecteur étranger, que va-t-il comprendre là-dedans? Alors, bien sûr, oui. Fala uqsimu bish-shafaqi. Fala uqsimu bish-shafaqi. Excusez-moi s'il vous plaît, je termine là-dessus. Chacun a traduit à sa manière. Fala uqsimu bish-shafaqi. Dans un certain monté, il a traduit ceci comme ça. Je ne jurerai pas par le crépuscule. Nordin Ben Mahmoud a traduit comme ça. Je jure par le crépuscule. La négation a sauté. Jacques Berck, oh, j'en jure par la rougeur du couchant. D'autres, ils ont traduit comme ça. Certes, j'en jure par le crépuscule. Certes. Alors, une multitude de traductions. En définitive, je termine. En définitive. Et donc, une traduction rencontre finalement l'aberration. Ce sera, alors hormis la marge d'erreur par rapport à un texte parfait, considéré comme un tout indivisible, toutes ces traductions restent loin, très loin de la portée poétique, de la finesse extrême du texte, là, l'exemple texte coranique, et je vous remercie.